tu gaspilles ton fric pour tes gosses. Mon père a insisté, ta sœur a bien plus besoin d'aide. J'ai regardé ma fille dans les yeux et j'ai dit, ma famille passe avant tout. Maintenant, ils sont furieux que j'ai choisi mes enfants au lieu d'eux. À 39 ans, j'ai enfin mis fin au fait d'être la tirelire illimitée de ma famille, après plus de 10 ans d'exploitation financière. Le point de rupture est arrivé lors d'un repas de famille le mois dernier, quand mon père a froidement qualifié mes enfants de gaspillage d'argent. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé, comme si on avait éclaté un miroir en 1000 morceaux. J'avais pourtant connu un franc succès en lançant de zéro une entreprise de cybersécurité, aujourd'hui chargée de protéger les données de grandes entreprises de premier rang. Mais ce succès avait un prix silencieux. Je n'avais jamais accepté de devenir le pilier financier d'une famille qui, avec le temps, ne me voyait plus que comme un portefeuille sans fond. Ce qui s'est passé après que j'ai coupé court à leur dépendance m'a pris de court. Et pourtant, je n'ai pas ressenti la moindre once de regret. Pendant mon enfance, nous étions confortablement installés dans la classe moyenne. Mes parents avaient des boulots stables. Ma sœur Maria était la préférée, l'enfant modèle, et mon frère Alex, c'était le cas compliqué, celui à qui on disait toujours qu'il méritait une nouvelle chance. Une phrase revenait sans cesse, aux anniversaires, aux fêtes, aux diplômes, la famille soutient toujours la famille. J'y ai cru à fond. Quand mon entreprise tech, Sentinel Security, a commencé à décoller il y a 8 ans, les premières demandes d'argent ont commencé. Au départ, c'était anodin. Mon père avait perdu son boulot à cause d'une restructuration, et il avait juste besoin d'un coup de main pour payer l'hypothèque. Juste pour quelques mois, fiston. Tu sais bien que je te rembourserai. Il m'avait rassuré, et ma mère avait minimisé ça comme un simple contretemps. Mais les mois sont devenus 6 mois, puis quelque chose de permanent. Ensuite, il y a eu les frais de scolarité de Maria. Elle tenait absolument à intégrer une fac privée ultra sélective, malgré des résultats scolaires moyens et un coût délirant de 20 000 $ par an. C'est un investissement pour son avenir, disait ma mère, sans même prendre en compte que, moi, j'avais dû cumuler plusieurs boulots juste pour m'offrir une université publique. Alex a ensuite eu un problème de conduite en état d'ivresse, avec les frais d'avocat, la caution, puis un projet de moto personnalisé, qui a cramé 30 000 $ avant de couler lamentablement. Il lui faut juste quelqu'un qui croit en lui, répétait mon père, pendant qu'Alex hochait la tête, visiblement en train de préparer son prochain plan. Amanda, ma femme, regardait tout ça se dérouler avec une inquiétude grandissante. Il ne montre même plus de gratitude, Ethan, a-t-elle remarqué après un énième dîner où mes parents mentionnaient, l'air de rien, des dépenses qu'ils supposaient que je couvrirais. On dirait qu'ils estiment que ton argent leur revient de droit. Pendant des années, j'ai balayé ces inquiétudes. C'est la famille, je disais, comme si ça excusait tout. Mais petit à petit, ce manque d'attention envers ma propre famille, Amanda et nos enfants, Hélène, 7 ans, et Paul, 5 ans, s'est glissé dans notre vie comme un poison lent. Maria levait les yeux au ciel dès qu'on parlait de la scolarité privée de nos enfants. Trop bien de balancer du fric pendant que papa et maman rament, lâchait-elle, elle, la même sœur dont je payais le loyer tous les mois. Alex ne se souvenait jamais des anniversaires de mes enfants, mais il s'attendait à des cadeaux somptueux pour lui-même. Mes parents ont ignoré le récital de piano de Paul, mais ils ont exigé que j'annule un rendez-vous professionnel crucial pour aller, encore une fois, sortir Alex d'affaires. La goutte d'eau a débordé un dimanche soir étouffant, chez mes parents, dans une maison dont je payais secrètement l'hypothèque depuis des années. Hélène s'était investie à fond pour candidater à un programme scientifique d'été prestigieux, et elle avait été acceptée. À 8 ans à peine, elle montrait déjà le même enthousiasme pour la technologie qui avait nourri toute ma carrière. Le programme coûtait 2500 $. J'étais prêt à payer cette somme sans hésiter pour soutenir sa passion. Mon père a ricané en faisant tourner le bourbon haut de gamme que je lui avais offert la semaine précédente. 5000 balles pour une colo? Tu balances ton fric pour tes gosses, alors que ta sœur a besoin d'une nouvelle bagnole. De toute façon, ils vont te coûter un bras toute ta vie. L'atmosphère a basculé. J'ai vu le visage d'Amanda pâlir, et Hélène s'est recroquevillée, faisant semblant de se concentrer sur son dessert. Maria, elle, toujours absorbée par ses ongles fraîchement manucurés a encore un caprice que j'avais payé à ajouter d'un ton désinvolte, au fait, mon loyer est dû demain. N'oublie pas de faire le virement. Ah, et j'ai besoin de 1000 de plus ce mois-ci pour mes billets pour Coachella. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé au fond de moi. Fort. Net. Comme un élastique tendu trop longtemps, qui finit par céder d'un coup sec. À cet instant précis, j'entendais le martèlement de mon propre pouls, le sang battant dans mes oreilles. L'espace autour de moi semblait se contracter,
ne formait plus qu'un tunnel étroit. Lentement, je me suis levé de ma chaise et j'ai avancé vers le mur, là où était accrochée une photo de famille encadrée. Celle que j'avais financée entièrement, photographe haut de gamme, tenue coordonnée, cadre sur mesure hors de prix. Je l'ai décrochée avec soin, l'ai observée quelques secondes, puis je l'ai retournée face contre table. C'est terminé, ai-je dit d'un ton calme mais ferme. Ma mère m'a à peine regardé, agacée que j'interrompe ce qu'elle qualifiait des « urgences logement » de Maria. « Qu'est-ce que tu racontes, Ethan ? J'ai fini de faire la banque pour vous. À partir de maintenant, c'est fini. Plus un seul centime. » Pendant une brève seconde, peut-être 3, un silence complet. Puis des rires ont éclaté dans la pièce. « Ouais, c'est ça, » ricana mon père. « Et la voiture de Maria, on en parle ? » Je ne plaisante pas, les jeux interrompus. Ma voix était plus stable que je ne me sentais en réalité. L'aide pour l'hypothèque, les cartes de crédit, les prêts constants qui ne sont jamais remboursés, tout ça s'arrête aujourd'hui. Ne sois pas ridicule, a lâché ma mère sèchement. Tu sais très bien que ton père ne pensait pas ce qu'il a dit. Bon, à propos du loyer de Maria. J'ai tourné mon regard vers Amanda, qui m'a adressé un petit hochement de tête discret mais soutenant. Puis j'ai regardé mes enfants. Ils semblaient confus, mais d'une certaine manière soulagés. 12 ans, ai-je dit. En 12 ans, je vous ai donné plus d'un demi-million de dollars. Et pourtant, vous continuez à me traiter, moi et ma famille, comme si nous ne comptions pas. Quand je suis parti, leurs rires m'ont suivi. Ils étaient convaincus que je ne parlais pas sérieusement. Ils se trompaient. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Vers 3 heures du matin, je me suis retrouvé assis dans mon bureau à la maison, entouré d'un bloc-notes, d'une calculatrice et de 12 années d'historique bancaire. Ma main tremblait pendant que je triais les transactions, notant minutieusement chaque soi-disant prêt, chaque cadeau, chaque dépense que j'avais couverte. Quand j'ai terminé, le chiffre m'a fixé, froid et implacable. Une preuve indéniable de l'exploitation que j'avais subie. Aide à l'hypothèque, 90 000 dollars. Frais liés à Maria, 110 000 dollars scolarité, loyer, voiture, shopping. Renflouement pour Alex, 140 000 dollars problème juridique, affaire ratée, caution. Carte de crédit de mes parents, 45 000 dollars. Frais médicaux, 15 000 dollars. Vacances que j'ai payées sans jamais y être invité, 20 000 dollars. Cadeaux, fêtes et urgences de dernière minute, 30 000 dollars. Total, 450 000 dollars. Près d'1 million de dollars. De l'argent qui aurait pu assurer l'éducation de mes enfants. Des fonds qui auraient pu développer mon entreprise bien plus tôt. Des ressources qui auraient pu permettre à Amanda de se consacrer à son art sans souci financier. À la place, tout s'était volatilisé dans un abîme de cupidité et de sentiments de droit. J'ai imprimé le tableau financier et l'ai scotché au mur de mon bureau. Pas comme un rappel de ce que j'avais perdu, mais comme la preuve de ce que je ne sacrifierai plus jamais. Le matin suivant, j'ai pris des mesures concrètes. J'ai rencontré mon conseiller financier pour officialiser tous les montants donnés sous forme de prêt. J'ai annulé tous les virements automatiques liés à ma famille, révoqué leur accès à mes cartes bancaires et mis à jour les mots de passe de tous mes comptes. J'ai installé un système de sécurité avancé chez moi et au bureau, pleinement conscient que leur réaction ne serait pas rationnelle. J'ai également consulté le service juridique de mon entreprise pour me préparer à toute forme de harcèlement. Ensuite, j'ai bloqué leur numéro de téléphone, filtré leurs emails vers un dossier invisible, et verrouillé tous mes comptes sur les réseaux sociaux. Ce soir-là, alors que l'ampleur de ma décision s'imposait à moi, Amanda m'a pris dans ses bras tandis que je tremblais. Ils vont me détester, ai-je murmuré. Ils t'exploitent depuis des années, a-t-elle répondu doucement. Tu ne le voyais pas parce que tu es une bonne personne. Eux, ils ne le sont pas. À 7 heures le lendemain matin, les premiers messages sont arrivés. Envoyés au téléphone de mon assistante, puisque les miens étaient bloqués. Ah, très drôle. Envoie-moi mon loyer tout de suite. Maria, arrête de faire ton gamin. Appelle ta mère, elle est bouleversée. Papa, tu exagères. À midi, les messages vocaux ont commencé à arriver, transférés par mon assistante, de plus en plus mal à l'aise. Tu crois que t'es meilleur que nous? Tu ne serais rien sans cette famille, rien du tout, disait mon père, la voix pâteuse malgré l'heure matinale. Mon propriétaire menace de m'expulser. Tu vas vraiment laisser ta sœur finir à la rue? Maria, fidèle à elle-même, jouait les tragédiennes. Frérot, je pige que t'es en rogne, mais j'ai besoin de l'argent de l'investisseur avant vendredi. Sinon, ces types vont littéralement me casser les jambes, ajouta Alex,
visiblement embarqués dans une nouvelle combine catastrophique. J'ai ignoré tous leurs messages. Le filet de sécurité avait disparu. 72 heures ont passé, et les messages sont devenus de plus en plus pressants. De l'anxiété, ils sont passés à la supplication pure et simple. Ma mère a envoyé un email détaillé, expliquant que la tension artérielle de mon père avait explosé, qu'il était resté éveillé toute la nuit, rongé par la peur de perdre la maison. Comment peux-tu faire ça à l'homme qui a tout sacrifié pour t'élever? Alex, lui, a tenté une autre stratégie. Il s'est pointé à mon travail avec une minerve autour du cou, affirmant avoir été agressé par des investisseurs furieux et qu'il lui fallait 25 000 $ pour couvrir ses frais médicaux. Quand les agents de sécurité l'ont escorté hors des locaux, il s'est mis à hurler que j'abandonnais mon propre frère, que je le laissais souffrir. Maria, elle, a choisi une autre méthode, appelée directement Amanda. En larmes, elle a parlé de son expulsion imminente, assurant qu'elle allait se retrouver sans abri parce que son propre frère ne l'aimait pas assez pour l'aider. Quand Amanda lui a suggéré calmement de prendre un colocataire ou un petit boulot en plus, ses larmes se sont évaporées en un instant. « Tu l'as monté contre nous ?» a-t-elle craché, venimeuse, avant de raccrocher sèchement. Puis est venue leur ultime tentative, une intervention familiale mise en scène. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé le véhicule de mes parents garé devant. À l'intérieur, Amanda était assise, tendue, sur le canapé. Maria à ses côtés, Alex marchant nerveusement près de la cheminée, tandis que mes parents, raides comme des piquets, avaient des expressions solennelles, comme s'ils assistaient à des funérailles. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, même si je savais déjà exactement ce qui m'attendait. « On est très inquiet pour toi, fiston », dit mon père d'un ton chargé d'une inquiétude soigneusement fabriquée. « Ce n'est pas toi, ça. T'éloigner de ta famille, ignorer nos messages. On pense que quelque chose ne va vraiment pas », ma mère s'est tamponné les yeux avec un mouchoir. « On a parlé avec le docteur Simons », a-t-elle ajouté, en faisant référence à notre médecin de famille de toujours. Il pense que tu fais peut-être une dépression nerveuse à cause du stress du travail, ou même un début de démence précoce. Cette paranoïa autour de l'argent, ce changement de comportement brutal. J'ai failli rire tant c'était absurde. Ils essayaient vraiment de me faire douter de ma santé mentale, simplement parce que j'avais mis des limites. Si je comprends bien, ai-je dit en posant ma mallette, vous pensez tous que je fais une crise psychologique juste parce que j'ai arrêté de vous filer de l'argent? Ce n'est pas une question d'argent, a hurlé Maria au bon moment, comme prévu. C'est à propos de combien tu as changé. Alex a renchéri, t'as jamais été aussi égoïste. On en a beaucoup discuté entre nous, poursuivit mon père en se penchant légèrement. On pense que ce serait mieux si tu voyais un professionnel, que tu te fasses aider. Et pendant ce temps, ta mère et moi pourrions gérer tes finances. Juste temporairement, pour te soulager. Et voilà. Le vrai motif derrière leur soi-disant inquiétude. Ils voulaient un accès à mes comptes. Je suis allé à la cuisine, me suis servi un verre d'eau et suis revenu au salon. Vous devez tous partir. Maintenant. Tu vois, murmura Maria à Amanda, sur un ton théâtral. Cette colère irrationnelle, ce n'est pas le frère avec qui j'ai grandi. Amanda se leva, la patience manifestement épuisée. J'en ai assez entendu. Ethan va très bien. La seule chose qui a changé, c'est qu'il s'est enfin rendu compte de la façon dont vous le manipulez tous. Maintenant, sortez de chez nous. Le masque de mon père s'est fissuré. Tu n'as pas à nous parler comme ça, a-t-il lancé sèchement. Nous sommes ses parents. Et moi, je suis sa femme, a répliqué Amanda. Celle qu'il a vu se tuer à la tâche pour vous soutenir tous, pour finir traité comme un distributeur automatique. Sortez tout de suite, ou j'appelle la police pour intrusion. Ils n'ont eu d'autre choix que de partir. Mais juste avant de franchir la porte, mon père s'est penché vers moi et a murmuré, « Tu vas le regretter, fiston. » Personne ne tourne le dos à sa famille sans en subir les conséquences. C'était une menace, pure et simple. Et ils ont tenu parole. Les représailles ont commencé dès le lendemain. Mon père a débarqué à mon bureau en furie, provoquant un scandale dans le hall d'accueil. Jusqu'à ce que la sécurité soit obligée de le sortir physiquement. Ma mère a contacté les parents d'Amanda, inventant une histoire dramatique dans laquelle je faisais une dépression mentale totale, refusant égoïstement de donner de l'argent nécessaire à l'achat de médicaments vitaux en soins intensifs. Maria a lancé une campagne de rumeurs, propageant des mensonges à nos amis communs, disant que j'étais violent envers ma femme et mes enfants, que j'accumulais de l'argent tandis que ma soi-disant famille affamée souffrait. Alex a poussé les choses encore plus loin. Il a contacté mes clients professionnels, insinuant vaguement que j'étais impliqué dans des activités frauduleuses.
Il s'est même présenté à l'école de mes enfants, inventant une urgence. Il est allé jusqu'à déposer une fausse plainte à la police, affirmant que je l'avais menacé de violence. Autrefois, leur manipulation aurait fonctionné. Je leur aurais donné tout ce qu'ils voulaient, juste pour mettre fin au chaos. Pas cette fois. 2 semaines ont passé, et la réalité a commencé à les rattraper. Maria a été expulsée de son appartement de standing, sa voiture de luxe saisie, alors qu'elle criait furieusement sur le dépanneur, jurant que son frère allait les poursuivre en justice. Les derniers partenaires d'Alex ont compris qu'il n'avait pas les fonds qu'il avait promis, ce qui lui a valu une lèvre fendue et un avertissement très clair. Mes parents ont reçu un avis de saisie. L'hypothèque n'avait pas été payée depuis 2 mois complets, bien avant que je coupe les vivres. La désespoir les a poussés à des actes plus graves encore. Mon père a tenté d'obtenir un prêt en utilisant mes informations personnelles, un cas évident d'usurpation d'identité qui a attiré l'attention des autorités. Ma mère a contacté tous les membres de la famille élargie, tissant une narration dramatique selon laquelle je souffrais prétendument de dépendance et de jeux compulsifs. Maria est retournée vivre chez nos parents, se présentant comme une martyre sur les réseaux sociaux, prétendant qu'elle avait dû abandonner sa carrière pour s'occuper de nos vieux parents. Pendant ce temps, je redécouvrais une paix que je n'avais pas connue depuis des années. J'ai enfin dormi une nuit complète sans interruption. Les maux de tête constants qui me hantaient ont disparu complètement. J'étais présent à toutes les représentations scolaires d'Hélène, j'assistais à tous les matchs de football de Paul, sans que mon téléphone ne vibre constamment pour une soi-disant urgence familiale. Sans le fardeau de devoir subvenir aux besoins de 5 adultes, nos finances familiales ont prospéré. Nous avons renforcé nos économies pour la retraite, augmenté nos contributions aux fonds universitaires des enfants, et enfin entrepris un voyage en famille tant attendu, notre premier depuis des années. Au travail, libéré des interruptions incessantes, j'ai conclu 3 contrats majeurs avec des entreprises que nous poursuivions depuis des mois. J'ai aussi commencé une thérapie, pour démêler la culpabilité enracinée et la manipulation qui avait façonné mes relations familiales. Vous étiez pris dans un schéma classique d'exploitation financière, m'a expliqué mon thérapeute. Votre réussite est devenue quelque chose qu'il considérait comme un dû. 4 mois après avoir coupé tout contact, mon père a fait une crise cardiaque. Contrairement aux urgences médicales inventées du passé, celle-ci était réelle, causée par des années d'alcoolisme et de stress chronique. Ma mère m'a laissé un message vocal depuis l'hôpital, la voix brisée par l'émotion. Il te demande. S'il te reste un peu d'amour pour ton père, je t'en prie, viens. J'ai fait livrer des fleurs, je me suis assuré que les frais médicaux étaient réglés anonymement mais je ne suis pas allé le voir. L'homme que j'étais autrefois se serait précipité à son chevet, portefeuille en main. Mais la version de moi d'aujourd'hui voyait clair dans leur jeu, même dans un moment de besoin sincère. Mon père s'en est remis, mais le fait que j'ai couvert ses frais sans reprendre contact avec eux l'a rendu encore plus furieux que si je n'avais rien fait du tout. Cela prouvait que j'avais toujours les moyens d'aider, mais que je choisissais délibérément de ne plus leur offrir une source d'argent sans fin. La véritable confrontation a eu lieu 6 mois après la rupture de tout contact. Je déjeunais avec un potentiel partenaire commercial lorsque ma famille est entrée dans le restaurant. Les 4. Ce n'était pas un hasard. Ils avaient surveillé mes déplacements, attendant le moment idéal. Ils avaient changé. Mon père avait perdu du poids, ses costumes sur mesure remplacés par des vêtements bon marché de prêt-à-porter. La coloration sophistiquée de ma mère avait disparu, laissant apparaître ses cheveux naturels. Maria tenait à la main une contrefaçon du sac de créateur que je lui avais offert pour Noël. Alex avait un bleu discret sous l'œil. Remarquant mon changement d'attitude soudain, mon interlocuteur m'a demandé « Tout va bien ?» Avant que je ne réponde, ma famille a encerclé la table. « Il faut qu'on parle », a déclaré mon père, tentant de paraître autoritaire, bien que sa voix trahissait une pointe de désespoir. « C'est une affaire de famille privée. » Sans me lever, j'ai répondu « Je suis au milieu d'un rendez-vous professionnel. » Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Pas le moment, cracha ma mère. Et c'était le bon moment, peut-être, pour tourner le dos à ceux qui se sont sacrifiés pour toi. Le restaurant devint silencieux. Les autres clients faisaient mine de ne pas écouter, mais leur curiosité était palpable. Mon interlocuteur avait l'air visiblement mal à l'aise. J'ai expiré, ma voix stable mais ferme, « Et quel sacrifice avez-vous fait pour moi ? Mis à part prendre sans cesse, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à donner ? Nous t'avons élevé, rugit mon père, sa voix montant d'un cran. On a tout sacrifié pour toi. Et j'ai remboursé ce sacrifice 100 fois, ai-je répondu sans trembler, mais ça n'a jamais été suffisant, apparemment. Maria fit un pas en avant, les yeux brillants de larmes soigneusement synchronisés. On m'a pris ma voiture.
J'ai dû retourner vivre chez nos parents. Toute ma vie est en ruine à cause de toi. Ta situation actuelle est le résultat direct de tes propres décisions, ai-je répondu calmement, tout comme la mienne découle de mes choix. Alex, toujours le plus impulsif, balaya un verre d'eau de la table d'un revers de main. Le verre se fracassa au sol. Tu crois vraiment que t'es au-dessus de nous, gronda Théil. Sans cette famille, t'es rien. Lentement, je me suis levé, les yeux fixés dans les siens. C'est là que tu te trompes. J'ai réussi non pas grâce à cette famille, mais malgré elle. C'est alors que mon père joua sa dernière carte, celle qui avait toujours marché jusqu'à présent. La famille, c'est la famille, déclara-t-il. Tu nous dois quelque chose. On partage le même sang. J'ai regardé chacun d'eux, des gens liés à moi par le sang mais pas par les valeurs. Des individus qui parlaient d'amour mais vivaient de l'exploitation. Pendant si longtemps, je m'étais convaincu que le lien du sang signifiait que je leur devais quelque chose. Maintenant, je voyais la vérité en face. Mon devoir va à mon épouse, celle qui me soutient sans jamais m'utiliser. À mes enfants, à qui j'enseigne que l'amour n'a pas de prix. Voilà ma vraie famille. Quant à vous, vous n'êtes que des parents biologiques. Rien de plus. J'ai déposé assez d'argent sur la table pour régler notre repas interrompu, j'ai présenté mes excuses à mon associé, et je suis sorti. Ils m'ont suivi jusqu'au parking, lançant des insultes et des menaces qui glissaient sur moi comme la pluie sur un imperméable. En m'éloignant, je les ai vus dans mon rétroviseur, regroupés, déjà en train de se disputer pour savoir à qui était la faute, qui allait payer l'addition, et surtout, à qui ils pourraient s'accrocher ensuite. Pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la compassion. Cela fait maintenant exactement 12 mois que j'ai coupé toute aide financière. Les conséquences se sont déroulées comme prévu. Mes parents ont perdu leur maison et ont été contraints de s'installer dans un petit appartement, où ils doivent désormais travailler pour subvenir à leurs besoins. Maria a fini par trouver un emploi, un poste qui correspondait à son expérience réelle plutôt qu'à la valeur qu'elle s'attribuait, elle vend aujourd'hui des produits en magasin, et non des collections de luxe. Alex a passé un mois derrière les barreaux après avoir tenté de tromper un investisseur et j'ai eu une leçon brutale, sans doute la première conséquence réelle qu'il ait jamais subie. Quant à moi, Sentinel Security a récemment été évalué à 40 millions de dollars. Nous sommes en train de lancer un second bureau. L'expérience scientifique d'Hélène a remporté la première place à la compétition régionale. Paul a commencé à apprendre la guitare en plus du piano. Amanda et moi planifions enfin notre second voyage de noces, celui que nous n'avons jamais pu nous offrir, à l'époque où ma famille siphonnait jusqu'au dernier centime. Il y a seulement une semaine, un email de ma mère a réussi à passer à travers mes filtres. Nous sommes ta famille, écrivait-elle. Les familles pardonnent. Quand cesseras-tu de nous punir? Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Ce n'était pas une vengeance. C'était une question de responsabilité. Pour la première fois de leur vie adulte, les membres de ma famille affrontaient les conséquences naturelles de leur propre comportement. Parfois, je me demande s'ils comprendront un jour vraiment ce qu'ils ont perdu. Pas seulement mon soutien financier, mais la relation avec un fils qui leur aurait tout donné, s'ils l'avaient seulement aimé pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il pouvait fournir. S'ils avaient traité sa femme et ses enfants avec un minimum de respect. S'ils avaient, une seule fois, prononcé les mots « merci », au lieu de toujours exiger davantage. On dit que les liens familiaux sont plus forts que tout. Mais il arrive un moment où l'on doit reconnaître que ces liens peuvent aussi nous étouffer. M'éloigner n'a jamais été uniquement une question d'argent. C'était un acte de sauvetage pour moi, pour mon mariage, et pour mes enfants face à un cycle sans fin d'exploitation. Ils m'ont traité de sans cœur. La vérité, c'est que j'ai enfin trouvé la force de donner mon cœur à ceux qui le méritaient vraiment. Et je n'ai jamais été aussi entier. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies et bouleversantes qui se déroulent autour de vous.